La prévention des risques, c'est tout simplement une attitude humaniste qui consiste à protéger les personnes dans leur choix de vie. C'est une attitude de l'État, des autorités, de la société dans son ensemble, de dire, écoutez, encore une fois, vos choix de vie, vos projets de vie, c'est vous qui les faites, et puis nous sommes là pour vous aider face aux aléas de l'existence. C'est toute une série de mesures tout à fait pragmatiques qu'on a développées. Et je tiens à faire une remarque, on les a développées par rapport en particulier aux opioïdes, en particulier l'héroïne chez nous. On est un peu désarmé face à d'autres substances et donc on n'est pas du tout arrivé au bout du chemin. Il faut garder la même philosophie, mais il faut trouver de nouvelles solutions aussi face à la cocaïne, face au crack, face aux substances de synthèse. C'est quoi les droits humains? Moi, je dirais un des premiers, c'est le droit à la vie. Or, il y a des gens qui meurent à cause de la politique répressive, à cause de la prohibition. Et il y a le droit à la santé. Donc c'est le droit à l'aide, à rester en santé et à retrouver la santé. C'est le droit à la vie privée. Le droit à la vie privée, c'est en fait le droit à décider de sa propre vie, de faire des choix. C'est le droit à ne pas subir de traitement inhumain, dégradant, et ça touche par exemple tous les traitements contraints. Il y a des centres en Asie en particulier où pour atteindre ce qu'on espère, c'est-à-dire l'abstinence totale, le traitement se résume à une espèce de torture où on les fait vomir, où on les bat, et plus du travail forcé. Enfin non, je veux dire, c'est très concret, les droits humains. Ça n'a rien de quelque chose qui serait écrit dans les nuages. Je suis très reconnaissante à l'Office du Haut Commissariat pour les droits humains, en particulier à toute une série d'ailleurs successive de commissaires des droits de l'homme, pour avoir dit la politique drogue est un de nos sujets également d'attention et pour lequel nous engageons. Bien sûr, comme politicienne, moi j'aime bien me dire quel est le prochain pas à accomplir et puis en même temps une vision à plus long terme. Alors le prochain pas à accomplir, il est évident, il faut dépénaliser, décriminaliser la consommation et ça veut dire aussi les actes qui conduisent à la consommation personnelle, hein. En d'autres termes, il y a encore des pays, pour ne prendre qu'un exemple, où la police considérait que la possession d'une seringue était la preuve d'une consommation de drogue. Donc on enlevait les seringues propres aux gens et puis on condamnait la personne comme consommateur ou consommatrice de substances illégales. Donc il faut arrêter ce jeu du chat et de la souris. Tant que reste l'épée de Damoclès d'une punition, ce sera que du bricolage. Enfin, c'est le début de quelque chose, mais c'est pas cohérent. J'ai d'ailleurs oublié, je vois qu'une des mesures de prévention des risques les plus efficaces, les plus discutées, parce qu'elles sont peut-être les plus paradoxales, c'est bien sûr les lieux de consommation supervisée. C'est des lieux où la loi d'interdiction de consommation est exclue. Hein? On peut venir avec des substances qu'on a achetées sur le marché noir et on le consomme dans un lieu sûr. Et ça a été d'une efficacité extraordinaire, j'entends en termes en particulier d'overdose létale. C'est remarquable parce que l'effet de cette petite mesure qui ne coûte pas grand-chose et qui permet à la fois d'entrer en contact avec les gens, de montrer qu'on les respecte et qu'on veut encore une fois qu'ils survivent. Parce que seul
Un consommateur de drogue illégale qui survit est un consommateur de drogue qui peut de nouveau être en bonne santé et intégré dans la société. La dépénalisation, la décriminalisation, le refus de toutes sortes de peines administratives, aussi l'amende, etc., c'est une condition de cohérence, tout simplement. De respect des gens, mais aussi de cohérence d'une politique. Moi, j'ai toujours eu l'impression que, et c'est un argument qui a joué ensuite, je leur ai dit, je sais que ce que je vous demande est incohérent peut-être, ou contradictoire, mais c'est bien. C'est bien ce qu'on fait. Le résultat est bon. Alors plus tard, il faudra qu'on surmonte la contradiction. Et surmonter la contradiction, c'est dépénaliser. La régulation du marché, c'est un truc un peu plus compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait trouver un moyen, parce que c'est des substances qui, tout en étant des substances qui permettent d'avoir du plaisir, recèlent quand même un certain nombre de dangers aussi, de créer un marché sous contrôle de l'État, de façon à ce qu'on ne l'abandonne pas à des organisations criminelles. Maintenant, c'est plus vite dit que fait. Comment est-ce qu'on le fait? Quel degré de rigueur? Quelles conditions doivent être posées? Alors je prendrai deux exemples. Au fond, la prescription médicale d'héroïne, c'est une forme de réglementation du marché. Mais c'est une forme extrêmement sévère. L'autre exemple, c'est celui du cannabis. Ça a été une erreur de départ de considérer cette substance comme particulièrement dangereuse, particulièrement addictive. Elle n'est ni l'un ni l'autre. Elle est devenue un peu plus dangereuse parce qu'on l'a abandonnée justement aux mains criminels qui bien sûr ont poussé, ont boosté les substances, les ont aussi mélangées à d'autres choses. Mais c'est une erreur qui dure depuis 60 ans. Et donc, essayons de faire mieux pour le cannabis. Mais ne le laissons pas dans le marché noir. Donc, actuellement, dans de nombreux pays, il y a eu toutes sortes d'expériences de réglementation. Il y a toute une série d'essais pilotes qui se font et qui permettront, je pense, de trouver je l'espère en tout cas, une bonne formule, pas trop sévère, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit, c'est pas le diable, hein, le cannabis, mais pas trop facile et surtout pas incitatif à la consommation. Aussi, il y a eu un progrès assez étonnant cette année. Le rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés était le premier organisme à plaider ouvertement pour une régulation des marchés de la drogue, en disant c'est à l'État de prendre en charge ce qui aujourd'hui est abandonné dans des mains criminelles, avec les dégâts que forcément une organisation qui n'a aucun intérêt, encore une fois, à protéger les gens peut créer. Le régime international de contrôle des stupéfiants n'interdit pas l'utilisation médicale des substances, n'interdit pas l'utilisation scientifique des substances. À l'origine, c'était même pour réserver ces deux utilisations que les conventions ont été élaborées. Donc ça veut dire qu'on peut faire beaucoup sous l'angle de la santé, réduction des risques, traitement, etc. On peut faire tout ce qu'on veut, si on veut, sur la criminalisation, la pénalisation des consommateurs et des actes préparatoires à la consommation, hein. Achat, autoplantation, etc. Parce que si la loi d'un pays décide qu'il renonce à punir la consommation de drogue, c'est en harmonie avec les conventions. Ce pas-là, qui pour moi est vraiment le prochain verrou à faire sauter, celui de la criminalisation de la consommation, il n'y a pas de contradiction avec les conventions. C'est pas une interprétation que moi je fais et puis qui est très discutée. Mais c'est clair qu'il faut que le pays affirme clairement que c'est son ordre constitutionnel ou son système légal, son code pénal qui est purgé des punitions dans ce domaine. C'est tout à fait en harmonie avec les conventions.
Le pas suivant, qui est celui qui me paraît aussi important, mais aussi difficile, c'est de dire, bon, il y a beaucoup de petites mains dans le marché des drogues. Les prolétaires du système le font souvent parce que voilà, c'est une opportunité économique qui n'existe peut-être pas par ailleurs. Là, je dois dire qu'il y a des disproportions énormes dans les punitions qui peuvent être données dans les différents pays, puisque ça peut aller jusqu'à la peine de mort dans certains pays. Donc là, je dirais aussi, ça n'est pas quelque chose que les conventions imposent. C'est une question que les pays peuvent régler. Il faut faire pression sur des pays qui, encore une fois, ont des peines absolument disproportionnées et qui condamnent ces personnes. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas être naïf. La criminalité existe et les organisations criminelles ont gagné énormément de pouvoir d'organisation, sont extrêmement flexibles. C'est des entreprises, d'ailleurs, à activités multiples. Les armes, les trafics d'êtres humains, le trafic d'organes. Enfin, c'est des entreprises extrêmement puissantes, extrêmement dangereuses, corruptrices, j'entends. Elles corrompent les gouvernements, elles corrompent les banques qui leur servent pour blanchir l'argent de la drogue, etc. Et là, il faut une collaboration internationale. C'est ça, ça devrait être le but d'une convention internationale, c'est la lutte contre la grande criminalité. Le reste, à mon avis, ça peut joyeusement aller du côté de la politique de santé, de l'OMS, etc. On n'a pas besoin de règles, si vous voulez, dans ce domaine. Et puis, il y a une chose qui est contraire aux conventions, c'est la réglementation des marchés. Et ça, c'est le grand obstacle, ça, c'est l'éléphant dans la chambre, comme on dit, et il y a des pays qui disent, et qui sont un peu mal à l'aise, qui disent, bon, je dois le faire, donc je le fais. C'est sans doute ce que la Suisse dira lorsqu'elle aura une loi sur le cannabis, en disant, écoutez, comme l'ont dit les Canadiens, je crois, respectueusement, nous annonçons que nous devons renoncer à appliquer cette partie de la Convention. Mais c'est pas sain. Donc il faut à la fois se battre pour qu'il y ait des changements dans ce domaine et que la notion même de réglementation des substances aujourd'hui illicites entre dans le débat public. Et il faut avoir de l'endurance parce qu'un beau jour on va y arriver. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est qu'en général, les mesures de traitement dont on parle, les mesures de réduction des risques dont on parle également, c'est une formule relativement économique de faire une politique drogue. C'est beaucoup plus cher de faire de la répression des consommateurs, de les mettre en prison, de recommencer sans arrêt peut-être des traitements inefficaces, etc. C'est un calcul économique sensé aussi de parier sur traitement et réduction des risques et bien sûr aussi prévention. Ça, c'est un des aspects. Et pour les traitements en particulier qui reposent sur des prescriptions de médicaments, alors ça peut être la méthadone, la buprenorphine ou justement l'héroïne. Dans ces cas-là, l'accès aux médicaments est difficile dans beaucoup de pays parce qu'il y a une réticence à considérer, si je peux dire, que toutes ces substances, elles ont deux faces. Elles ont une face, disons, de consommation illégale et dangereuse, entre guillemets, et puis elles ont une face de médicaments. Ce sont tous des médicaments, j'entends, tout le monde le sait. Donc pour les traitements des addictions, c'est ce qu'on appelle des médicaments contrôlés. Or, il est clair, par exemple, que la méthadone est considérée comme un médicament essentiel, toujours par l'OMS, mais que les importations de méthadone sont beaucoup trop faibles pour assurer les traitements dont je viens de parler. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est pas seulement en relation avec les questions liées à la consommation de substances, à la consommation illégale de substances qui pose problème. C'est qu'il y a toute une série de médicaments sous contrôle qui sont utilisés à d'autres fins que de lutter contre les conséquences d'une consommation peu contrôlée.
Et encore une fois, le meilleur exemple que je peux donner, c'est la morphine. Et là, c'est un scandale absolu. Alors, tout le monde reconnaît que c'est un scandale. Tout le monde reconnaît qu'il faudrait que les pays aient de la morphine à disposition comme possibilité d'intervention face à des douleurs particulièrement aiguës. Et en même temps, les pays ont peur de dire qu'ils importent de la morphine. Les médecins ont peur de prescrire de la morphine parce que peut-être ils vont être considérés comme des dealers de drogue. Donc tout ça illustre le fait que, voilà, que 60 ans de prohibition de substances a largement écarté l'accès à toute une série de substances extrêmement utiles pour la santé en général et pas seulement en liaison avec les questions de consommation de drogue à titre récréatif et illégal. J'ai eu l'occasion de rencontrer pendant toutes ces années des militants. D'abord, j'ai rencontré en Suisse les gens du terrain. Et ce qu'ils faisaient au début était illégal ou en tout cas très mal vu. Aujourd'hui, ils sont reconnus comme des pionniers et ils n'ont jamais... Je connais personne qui aurait eu vraiment des ennuis à craindre. Mais bon, la Suisse est peut-être un terrain moins dangereux que d'autres pays. Mais je me rappelle d'une militante médecin marocaine qui est une héroïne dans son pays. Je pense à une des membres de notre commission globale en Malaisie, qui n'est pas un terrain très favorable et qui se bat depuis des années et des années pour une politique drogue basée sur l'évidence et sur les droits humains. C'est une personne extrêmement respectée. J'ai vu l'autre jour le ministre de la Santé de ce pays qui disait que, voilà, qu'elle avait inspiré toute une génération. Donc non, je crois qu'il y a peut-être quelques critiques à craindre et puis les couronnes de laurier, elles viennent après. C'est absolument essentiel de pouvoir échanger des expériences. D'abord parce qu'on parle justement d'évidence. Hein. On ne veut pas faire une politique sans se donner les moyens de savoir quels sont les effets de cette politique. Parce qu'il le faut pour se convaincre soi-même qu'on est sur la bonne voie, pour abandonner éventuellement une voie qui ne serait pas positive, pour convaincre les opinions publiques. Et une des bonnes façons, c'est de comparer les différentes expériences aussi. De savoir si ça marche là et quels sont les changements qu'il faudrait apporter pour que ça marche ailleurs, etc. Donc les échanges d'expériences, c'est extrêmement utile. Lorsque j'étais responsable de la politique drogue de mon pays, une des grandes choses qu'on a faites, à part d'écouter les gens du terrain, c'était d'organiser des échanges et de payer des évaluations scientifiques pour pouvoir dire oui, ce que vous faites, c'est bon et on va le dupliquer. Ce que vous avez fait là, ça va marcher ailleurs aussi. Ça renforce aussi les militants qui travaillent pour changer les choses pour le meilleur. Je sais par exemple que pour une région proche, qui fait partie de la même entité, l'Afrique occidentale, les pays anglophones ont fait des échanges aussi pour savoir comment changer leurs lois. Le Ghana a fait ce pas, le Nigeria l'a envisagé, c'est utile de pouvoir là aussi échanger. Je crois que plus on peut rassembler des informations précises sur des expériences précises et sérieuses, mieux c'est.